Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette rencontre qui vient concrétiser une idée formulée par ma collègue Karen Tayeb, responsable des archives du Mémorial de la Shoah. Karen a en effet constaté qu'un nombre croissant de personnes qui ne sont pas des chercheuses et des chercheurs professionnels viennent au centre de documentation du Mémorial pour faire des recherches sur l'histoire de l'immeuble dans lequel ils habitent. Et dans le cadre de leur enquête, ces personnes se rendent compte que des Juifs ont habité dans cet immeuble. Elles viennent donc consulter les archives du mémorial pour tenter de déterminer le parcours et le destin de ces habitants. Les résultats de ces recherches prennent des formes variées. Il peut s'agir de livres, de films, de sites internet, d'œuvres mémorielles, et permettent d'élargir et consolider nos connaissances des persécutions des Juifs durant l'occupation allemande. Il nous a donc semblé intéressant d'organiser une rencontre sur ces enquêtes, également bénéfiques pour le mémorial, car nous n'avons pas la capacité d'analyser en détail la masse d'archives conservées dans l'institution. L'objectif aujourd'hui est donc de faire le point sur la manière dont on peut mener ces recherches et, qui sait, de favoriser de nouvelles initiatives. Donc, je remercie nos invités d'être parmi nous aujourd'hui. Le statut des uns et des autres va nous permettre de croiser les regards sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Karen Tayeb est, je l'ai dit, responsable des archives du mémorial. Avec son équipe, elle accueille et encadre les personnes qui viennent faire des recherches au centre de documentation. Guillaume Christophe Huard est ce qu'on pourrait appeler un historien amateur. Il mène depuis plusieurs années des recherches sur les habitants du 38 rue Ramet, dans le 18e arrondissement de Paris. Maël Lenoc est géographe. Il est l'auteur d'une thèse sur les dimensions spatiales de la persécution des Juifs dans le 3e arrondissement de Paris. Et enfin, Sarah Gainsburger, qui nous fait l'honneur d'animer cette rencontre, est sociologue, spécialiste de la Shoah. Depuis une dizaine d'années, Sarah mène des recherches interdisciplinaires avec Isabelle Bacouche et Éric Le Bourris sur la persécution des Juifs dans l'espace urbain parisien. Et j'attire votre attention sur le fait que début 2025, Sarah Gainsburger, avec Isabelle Bacouche et Éric Le Bourris, vont publier un ouvrage très important aux éditions de la Découverte sur une spoliation qui demeure jusqu'à présent un angle mort de la recherche, à savoir la spoliation des locataires juifs à Paris sous l'occupation. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous organiserons dans cet auditorium le dimanche 16 mars une rencontre à l'occasion de cette publication. Le programme du premier trimestre 2025 sera en ligne d'ici la semaine prochaine. Vous pourrez donc vous inscrire, mais notez déjà la date du 16 mars 2025 qui prolongera les discussions qu'on a aujourd'hui. Donc Sarah, je te passe la parole pour mener cette rencontre et ensuite, bien entendu, vous aurez la possibilité de poser des questions à nos invités et peut-être également de nous faire part de recherches que vous êtes actuellement en train de mener. Merci beaucoup Julie, merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'auditorium. Donc on va avoir une séance, je pense, très riche. J'ai vu qu'il y a déjà des membres de différents fan clubs dans la salle. Donc gardez vos questions, remarques, suggestions, expériences personnelles pour la discussion. On a prévu de laisser un temps conséquent pour cette discussion, donc normalement il n'y aura pas trop de frustration. Je suis très contente que le Mémorial ait pris l'initiative d'organiser cette table ronde. À titre personnel, ça fait un certain nombre d'années que pour le travail ou pour le plaisir, je rentre en fait dans les immeubles parisiens à travers de grandes quantités d'archives. Donc, ce n'est pas moi qui vais présenter mon travail aujourd'hui, mais je suis aussi heureuse et curieuse d'écouter mes collègues, professionnels ou amateurs, mais aussi de comprendre un peu ce que l'institution du Mémorial peut apporter à ce type de recherche.
En préambule, je voudrais dire qu'en fait, on peut trouver énormément de choses sur son immeuble quand on cherche, et quand on sait chercher, c'est presque sans fin en fait. Puisque un immeuble, c'est aussi un lieu où habitent les gens. Donc si après on veut suivre chaque personne qui part de l'immeuble, qui revienne dans l'immeuble, etc., en fait, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Et c'est aussi intéressant dans notre discussion de réfléchir sur pourquoi on rentre par l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire un immeuble? Finalement, est-ce que c'est les gens qui à un moment fixe passent par l'immeuble, ou est-ce que c'est tous les gens qui ont été des habitants de l'immeuble? Je pense que sur ce point, peut-être nos participants à la table ronde vont avoir des approches un peu différentes, sans vouloir spoiler ce qui suit. Donc on va procéder par 3 moments succincts, trois entrées dans notre sujet aujourd'hui, pour ne pas donner la parole de manière unique à une personne pendant trop longtemps et rythmer un peu notre discussion. Donc on va commencer par aborder la question de comment on en vient à vouloir faire l'histoire de son immeuble. Et pour ça, on va commencer par écouter Karen, qui est à l'origine de cette table ronde, de cette idée. Et donc c'est le point de vue plutôt des archives sur cette question de faire l'histoire de son immeuble. Donc je te laisse la parole, Karen. Merci Sarah, merci à l'introduction de Julie, merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Vous êtes très nombreux et nous sommes ravis de vous avoir ici au Mémorial, peut-être pour certains pour la première fois. Une bonne idée que j'ai eue là, effectivement, l'idée, bien entendu, elle ne m'est pas venue toute seule, elle est venue en réaction à un certain nombre de sollicitations. En effet, vous l'aurez compris, moi je ne fais pas l'histoire ni d'un immeuble, ni de plusieurs d'ailleurs, mais, et donc je ne parlerai pas de mes recherches ni pourquoi je les ai commencées, je viens en fait témoigner de ces sollicitations qui nous parviennent nombreuses. Alors dans le temps c'était par courrier, maintenant c'est essentiellement par mail bien entendu, voire directement en salle de lecture, puisque nous accueillons le public tous les jours au 4e étage de cette institution. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Guillaume, qui a écrit pour demander quelques informations, et je spoil, je dis tout. Nous sommes le jeudi 25 juin 2020 à 18h44. Et donc je reçois un mail. Bonjour, je me permets de vous contacter car je vis au 38 rue Ramet, à Paris 18e. Et avec plusieurs copropriétaires, nous avons commencé un travail historique sur notre immeuble. Nous avons récemment travaillé sur le recensement de Paris de 36 et étudié l'ensemble des familles qui y vivaient. Et c'est avec effroi que nous avons découvert que de nombreuses familles qui vivaient ici ont été déportées. Nous continuons nos recherches, nos investigations et souhaiterions savoir s'il est possible de consulter vos archives concernant ces personnes et si vous avez d'autres éléments d'information. Bon, je m'arrête ici. Il n'y a rien de confidentiel, ceci étant, mais voilà, le début d'une sollicitation. L'exemple était tout trouvé, puisque Guillaume est assis aujourd'hui à cette table, mais c'est le genre de questions qu'on nous pose régulièrement, si ce n'est tous les jours, pas nécessairement avec un objectif défini d'établir l'histoire d'un immeuble, mais parfois, au final, c'est ce qui va arriver. C'est notre travail, bien entendu, à nous, Centre de documentation au Mémorial de la Shoah, de répondre et de fournir les informations qui concernent, bien entendu, des familles juives qui ont été arrêtées, internées, déportées ou cachées, ou qui sont entrées dans la résistance ou qui ont survécu de quelque manière que ce soit. Mais de plus en plus, les familles sont demandeuses de davantage d'informations, bien entendu. Enfin, quand je dis les familles, pas seulement les familles au sens élargi. Et nous allons de plus en plus les accompagner dans les recherches qu'ils entreprennent en leur indiquant d'autres sources, d'autres lieux d'archives qui leur permettront de poursuivre leurs recherches. Voilà. Donc, bien évidemment, on va continuer à répondre à ces demandes, et on le fait depuis des années. Ce qui a amené en fait la réalisation de cette table ronde, comme tu l'as dit, c'est qu'en fait, nous, au Mémorial, on ne pourra pas faire l'histoire de tous les Juifs de France qui ont vécu la Shoah, qu'ils aient été, encore une fois, quel qu'ait été leur parcours. On a besoin des travaux menés par les historiens, les chercheurs, les familles, toutes les personnes de bonne volonté pour aller plus loin dans les recherches et tenter, chaque fois qu'on peut, d'individualiser ces histoires, ces morceaux de vie. Voilà. Et c'est grâce aux travaux qui sont menés par toutes ces personnes que nous pourrons avoir une
cartographie, excuse-moi d'utiliser le terme qui n'est peut-être pas bon, la plus précise. Et surtout, notre volonté, c'est de mettre ces informations à la disposition du plus grand nombre pour qu'elles soient ensuite réutilisées par d'autres, mises à disposition auprès d'autres institutions, d'autres familles, etc. Voilà, un effet boule de neige. Et je vais laisser la parole à... Je ne sais pas. Merci beaucoup, Karen. Donc, bon, là, on a le cadre, là, tout ce que vous pouvez utiliser au mémorial. On y reviendra plus précisément. On va étudier 2 mises en pratique. Aussi, je pense, si je peux ajouter ce point, en tout cas, le travail, je pense, de Maëlle et de Guillaume vont le montrer, c'est que bien sûr, il y a les archives du mémorial, mais les archives du mémorial, elles interagissent avec un grand nombre d'autres archives, et c'est important de les penser dans un écosystème archivistique qui est indispensable pour faire l'histoire de l'immeuble et des gens qui sont passés, mais aussi l'histoire des lieux, c'est-à-dire, par exemple, Julie parlait du livre qui va sortir. On l'a appelé délibérément le livre « Appartement témoin », parce que les appartements eux-mêmes, le lieu lui-même, apporte aussi beaucoup à la compréhension des trajectoires, et comprendre comment le lieu est passé d'une main à une autre dit beaucoup sur la société de l'époque. Donc, je te passe la parole maintenant, Maëlle. Du coup, comme ça a été dit tout à l'heure, moi je suis géographe, et donc ces questions, elles sont venues d'abord dans le cadre de ma thèse, donc dans le cadre de mes études, puisque j'ai fait une thèse de géographie sur 2 quartiers parisiens, les quartiers Arts et Métiers Fontrouge, je vous montrerai une carte tout à l'heure, qui sont donc la moitié nord du 3e arrondissement, pour essayer de comprendre un peu comment la persécution et l'espace interagissent, et donc comment la persécution se déroule dans l'espace, entre autres. Pour vous donner un peu une idée, donc c'est pas un travail sur un immeuble, parce que dans ces quartiers, il y a à peu près 1000 immeubles, 1000 adresses, qui vont, pour certains, de 1 habitant jusqu'à 170 habitants. Et moi, je m'intéresse principalement à la population juive du quartier, pas que, mais globalement plutôt à la population juive, qu'elle soit déportée ou non, c'est ce que disait Karen, dans son ensemble. Je ne cherche pas à aller beaucoup plus loin que le quartier, c'est-à-dire que quand les gens sortent du quartier, je ne les suis pas, notamment pour des questions pratiques, parce que vous imaginez qu'avec 5000 personnes, s'il faut suivre tout le monde, on ne s'en sort pas. Et voilà, et les grandes questions que je pose sont liées, entre autres, à l'évolution de la population juive dans le quartier au fur et à mesure du temps, et puis à comment... à la fois comment la police et la persécution utilisent l'espace, mais aussi comment les familles juives utilisent l'espace pour survivre ou pour tenter de survivre. Et puis, il se trouve aussi que depuis 2 ans, et plus pour très longtemps, je travaille au sein du mémorial, au service des archives, aussi sur des questions spatiales, où, par exemple, j'ai pu aider à la cartographie des mémoriaux de Serge Klarsfeld, donc de réussir à faire quelque chose de toutes ces adresses, et puis toutes les questions qui arrivent au mémorial et qui disent « Ah, moi j'ai entendu parler d'une famille juive qui habitait à telle adresse, mais je ne sais ni leur nom, ni leur prénom, je sais juste que peut-être ils étaient menuisiers, et donc ça arrive aussi qu'on ait des questions comme ça, et que juste à partir d'une adresse, on essaye de retrouver des informations sur une famille, une situation ou d'autres choses. » Merci beaucoup, Maëlle. Alors, Guillaume, à vous de nous raconter comment vous avez commencé à travailler sur votre immeuble. Bonjour à tous. Donc moi, le démarrage de mes recherches, c'est tout d'abord une passion pour la généalogie, que j'ai commencé à l'âge de 14 ans, donc ça fait un certain nombre d'années. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas toutes ces sources que l'on trouve aujourd'hui en ligne, donc j'allais de mairie en mairie dans des petits villages. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de la curiosité. J'ai emménagé au 38 rue Ramet en 2011, et au moment de la signature, on m'a donné un règlement de copropriété de 1952, avec tout un historique de certains précédents propriétaires, donc ça avait déjà attiré mon attention à l'époque, et les noms de tous les locataires de l'époque. Je vais vous montrer la configuration de... Voilà. Donc voilà le 38 rue Ramet, c'est une copropriété composée de 4 corps de bâtiment avec en son centre un grand jardin.
des photos d'époque que j'ai retrouvées via une famille. Donc, comme vous le voyez dans la photo de droite en haut de l'immeuble, vous avez des grandes fenêtres. Donc, ce sont des ateliers d'artistes. Ça aussi, ça avait attiré mon attention, puisque, comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de gens le savent, Montmartre est un quartier de peintres. Et ensuite, en 2016, sur la porte d'entrée de l'immeuble, quelqu'un avait affiché un dessin du dessinateur Gottlieb mentionnant qu'il avait habité à cet endroit. Donc c'était déjà des premiers points qui avaient attiré mon attention. Et en fait, l'élément déclencheur, ça a été le Covid, en mars 2020, où on s'est retrouvé donc enfermé dans cette copropriété, où une sorte de solidarité de voisinage s'est installée. On se retrouvait dans le jardin, à distance bien sûr, et là, quelqu'un a dit « mais qui vivait dans cet endroit avant ?» Et il y avait une légende qui disait que c'était des logements de la garde républicaine ou une caserne de pompiers. Et j'ai dit « moi, je vais chercher ». Et donc, j'ai commencé à mettre le nez dedans, et puis je ne me suis pas arrêté. Voilà comment m'est venue l'idée de faire des recherches sur cet immeuble. Je n'avais à l'époque absolument pas la connaissance de familles juives dans cet immeuble. En fait, j'avais très peu d'informations. Merci beaucoup. Ça donne envie parce que moi, j'ai beaucoup rencontré la garde républicaine dans mes immeubles. Donc, sur chaque chose que vous dites... Vous allez être déçus parce que c'était pas du tout... Peut-être que... Parce qu'en fait, la garde républicaine a été relogée dans des logements juifs pendant la guerre. Sur les 300 gardes républicains de la caserne du Prince Eugène, place de la République, il y en a 190 qui ont été relogés dans des appartements juifs. Donc, j'ai plus toutes les adresses en tête. Mais il faut que je regarde. Peut-être qu'il y en a un rue Ramée. Donc, voilà. On parlait justement de Marie-Lou, là, voilà. Voilà, comme d'habitude. On n'a pas encore commencé à parler de Enfants rouges et amers. Tu arrives au bon moment. Donc, maintenant qu'on vous a mis l'eau à la bouche sur les immeubles, on va rentrer plus précisément dans la manière dont on peut travailler sur ces immeubles et sur leur histoire, en redonnant la parole à Maëlle et à Guillaume. On va commencer par Guillaume cette fois-ci pour qu'il nous explique concrètement comment ils ont travaillé, à partir de quelles archives, selon quelle méthodologie, avec quelles limites aussi probablement, parce que quand on cherche, on trouve beaucoup de choses, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut toujours chercher plus. Donc voilà, on vous laisse la parole pour nous présenter ça un peu en détail, et donc vous commencez, Guillaume, si vous voulez. Alors, moi, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, donc au début, je ne savais absolument pas qu'il y avait des familles juives qui avaient habité dans cet immeuble. Moi, mon but, c'était de savoir qui vivait dans ces immeubles, quelle profession ils exerçaient, et effectivement, quel type de famille avait vécu auparavant. Donc, j'ai utilisé mes compétences, on va dire, et la première chose que j'ai faite, c'est aller sur le site des archives de Paris, où on trouve énormément d'informations, dont notamment l'état civil, on trouve les recensements de population, on trouve les registres militaires, on trouve les registres des cimetières parisiens. Donc ça a été le début de ma recherche. Au cours de mon exposé, je vais vous faire part de deux familles. Je vais vous parler de deux familles qui ont vécu dans cet immeuble du 38 rue Ramée. Alors, j'ai choisi ces familles parce que, d'une part, vous allez voir la succession de documents que j'ai pu consulter par rapport à celle-ci, et une famille en particulier, celle qui a vécu dans mon appartement. Donc, voilà les archives de Paris. Donc, la photo de gauche, c'est le recensement de population de 1936, où donc j'ai retrouvé la liste des propriétaires. Vous avez le nom, le prénom, l'année de naissance, le département de naissance ou le pays, la profession et le statut, si c'est époux, marié, veuf, divorcé, si c'est des enfants. Donc voilà, vous avez déjà toute une liste d'informations. Moi, ce que j'ai fait tout de suite, c'est que j'ai pris un tableau Excel et j'ai commencé à rentrer les noms. Sachant qu'à cette époque-là, en 1936, il y a environ 260 habitants dans l'immeuble.
Donc j'ai commencé à avoir un très très gros tableau que j'ai imprimé, que j'ai affiché dans mon appartement. Ça a un peu effrayé certaines personnes. Donc là, le cas présent, ce que j'ai entouré, c'est une personne qui s'appelle dans le recensement Eva Molt et qui vit avec un monsieur qui s'appelle Robert Moissonnier. Et il est indiqué qu'ils sont tous les deux mariés. Donc déjà, ça avait attiré mon attention parce que je me suis dit, c'est bizarre, ils n'ont pas le même nom de famille. Parce que la femme, généralement, porte le nom de son mari dans les recensements. J'ai fini par retrouver l'acte de naissance, donc le document qui est à droite de Eva Molt, qui en fait s'appelait Fanny Silber. Elle était née en 1906, de parents originaires de Russie, qui en 1900 se sont mariés à Londres. Et ils sont venus ensuite habiter à Paris, où ils ont eu 2 filles, Eva et une sœur Céline. Ils habitaient dans le 3e arrondissement. Et les parents divorcent dans les années 20 et Eva se marie, et elle se marie avec un monsieur qui s'appelle Molt. Voilà. Donc ça, c'est la première famille dont je vais vous parler. Et puis nous avons la seconde famille, qui est la famille Gerenstein. C'est une famille qui a vécu dans mon appartement. Le mari Chaps et sa femme Shenla sont originaires d'Odessa. Ils sont arrivés en France au milieu des années 20. Le mari est musicien, il joue de plusieurs instruments, du piano, de la trompette, et très souvent, il fait des saisons dans les casinos, à Évian, à Vittel, à Nice, et le document de droite, c'est l'acte de naissance de sa fille, Liliane, qui est née en 1933 à Nice. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure où j'avais des noms, je les ai tapés sur un moteur de recherche, appelé Google. Et là, effectivement, vous avez des noms et ça vous renvoie. Ça a commencé pour moi, plusieurs, à me renvoyer vers le mémorial de la Shoah. C'est à cette époque-là que j'ai contacté le mémorial, les archives du mémorial et Karen. Et donc voilà, par exemple, vous vous retrouvez avec ce type d'informations. Là, vous avez les informations sur Eva Fanny Silber. Donc vous avez à droite ce qu'on appelle un cahier de fouilles, c'est quand elle est arrivée au camp de Drancy. C'est les objets ou les sommes d'argent qu'elle devait déposer en arrivant. À gauche, vous avez des informations concernant son état civil et son convoi de déportation, qui est le 20 novembre 1943, le convoi numéro 62. Ensuite, au mémorial, vous pouvez consulter des fiches. Donc vous avez le fichier de Drancy, vous avez le fichier de la préfecture, vous avez plusieurs documents. Vous avez à droite le cahier des mutations, c'est toutes les entrées au camp de Drancy qui ont été inscrites. Donc vous avez le nom de Eva, vous avez son prénom, vous avez sa date d'arrivée, le lieu. Je ne sais pas si on voit très bien. Elle venait de Maison Lafitte, elle avait été arrêtée vers Maison Lafitte. Et je pense que la dernière information, c'est le bâtiment et l'étage du camp de Drancy où elle est affectée. C'est ça. Voilà. Et vous avez le même type d'information donc pour Chaps Gerenstein. Je n'ai pas pris sa femme et ses enfants, mais voilà les informations. Donc là, on a une photo, parce que très souvent, malheureusement, on manque de photos, mais là, on avait une photo qui avait été trouvée dans d'autres archives. Et on a effectivement les informations aussi sur son lieu de résidence. Donc on sait qu'il était à Évian. Il a été arrêté avec sa femme. Il a été interné à Annemasse à l'hôtel Pax. Ensuite, ils ont été transférés au camp de Drancy et ils ont été déportés dans le même convoi qu'Eva Fanny Silber. Pardon, j'ai été trop vite. Voilà, donc encore les fiches concernant Chaps Gerenstein. Et là, on apprend qu'en fait, il a été libéré par la Croix-Rouge en 1945. Et on voit effectivement aussi à droite l'entrée au camp de Drancy sur le cahier de mutation. Alors, on a les sources du mémorial de la Shoah, mais on a d'énormes sources extérieures, notamment celle du service historique de la Défense, qui se trouve à Caen, et où on peut trouver les dossiers des victimes des conflits contemporains. Donc c'est là où j'ai retrouvé le dossier de Eva Fanny Silber. Ce sont des dossiers qui ont été composés soit par des survivants pour avoir des indemnisations, on va dire, de déportés, soit par les familles pour faire établir des actes de décès.
Dans le dossier de Eva Fensilber, on apprend comment elle a été arrêtée. Elle a été dénoncée, apparemment par sa belle-mère, la deuxième femme de son père, qui voulait évincer les 2 filles de la succession. Alors, il y a eu une enquête, mais ils n'ont malheureusement pas pu prouver que c'était le cas. Mais on retrouve tous ces documents. C'est un dossier que j'ai là, qui est assez volumineux. Il y a des dossiers où il y a très peu d'informations. Là, on a énormément d'informations, notamment sur le fait c'est énormément de courriers de sa mère, en fait, qui ne cesse de demander un acte de décès, qui demande des indemnisations, qui répond à des questions sur un potentiel statut de résistante de sa fille. Voilà le type d'informations qu'on peut trouver. Il y a des dossiers très minces et il y en a où il y a une foule de documents et parfois, mais assez rarement, des photos. Et le document d'à côté, c'est un document des archives de la préfecture de police de Paris. C'est une enquête justement sur Chaps Gerenstein qui a été recherchée en 1940 et il est indiqué qu'effectivement il se cache peut-être à Évian et à l'heure où le document est établi, il est recherché mais on ne l'a pas encore retrouvé. Sur le document suivant, c'est le service historique de Vincennes et dans ce dossier qui est au nom. Alors vous voyez le type de... C'est vraiment des enquêtes en fait. C'est que le dossier n'est pas à son nom de jeune fille, et il est au nom de jeune fille de sa mère. Mais bon, en même temps, en dessous, il y avait écrit Fensilber. Donc j'ai pu avoir accès à ce dossier. Et dans ce dossier, j'ai retrouvé effectivement sa photo, qui ne figure pas dans les archives du mémorial, mais qui pourra aller compléter justement toutes les informations que le mémorial a déjà sur elle. Ensuite, aux archives nationales, vous pouvez trouver les dossiers de naturalisation qui sont très, très intéressants parce que vous pouvez reconstituer les familles, notamment. Et aux archives nationales, vous avez également une série qui s'appelle AJ38, dont le mémorial de la Shoah a une copie, donc vous pouvez la consulter ici. C'est sur la restitution de la spoliation des biens. Et là, on a un document qui date du 8 juillet 1942, donc une semaine avant la rafle du Veldiv, où un habitant du 38 rue Ramey, qui s'appelait Boris Vinitsky, qui était photographe, sa femme s'appelait Kila Polnareff, elle était pianiste, et il écrit une lettre parce qu'il vient d'apprendre que tous ces biens seront vendus aux enchères 2 jours plus tard. Donc vous avez la petite mention dans le petit document juste à côté qui indique effectivement que le 10 juillet, ces biens vont être vendus. Et 6 jours après, le 16 juillet, Boris et Kila vont être arrêtés le jour de la rafle du Veldiv, envoyés directement à Drancy et seront déportés quelques jours après. Ensuite, il y a les sources des archives départementales qu'il ne faut pas oublier parce qu'il y a énormément d'informations. Là, j'ai reçu, par exemple, il y a 2 semaines, ces 2 documents qui figurent dans un dossier au nom de la famille Gerenstein. Ce sont les archives de Haute-Savoie. On y apprend qu'en fait, ils ne se cachaient pas vraiment parce qu'en 1943, ils demandent le renouvellement de leur carte d'identité. Chaps et sa femme vont être arrêtés en novembre 1943. Leurs enfants sont à l'école. Donc les enfants vont être, entre guillemets, sauvés par le curé d'Évian, qui va les placer à la colonie des enfants d'Isieux. Et malheureusement, les 2 enfants Gerenstein vont être arrêtés sur ordre de Klaus Barbie en avril 1944 et vont être déportés à Auschwitz. Ensuite, on a d'autres sources d'informations qui sont essentielles dans ces recherches. C'est les sites internet de généalogie. Je vous ai mis les 5 principaux parce que ce sont les principaux sites sur lesquels vous pouvez trouver des informations. Alors souvent, les informations peuvent se retrouver, mais par exemple, s'il y a des informations sur des personnes qui sont parties vivre aux États-Unis, Ancestry et MyHeritage, c'est des éléments indispensables. Vous avez également la presse en ligne, le site Gallica et Retro News, qui sont des sites internet où vous pouvez taper soit des noms, soit votre adresse, où on trouve énormément d'informations également. Et il ne faut pas oublier les cimetières parisiens, que ce soit Pantin ou Bagneux, où on retrouve des concessions, mais on retrouve aussi très souvent des photos de personnes qui ont été déportées. Et là aussi, c'est vrai que ça manque au mémorial et on peut de ce fait rapporter d'autres éléments au mémorial.
Et je crois qu'après, voilà, c'est terminé. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je n'ai pas fait que l'histoire des Juifs de mon immeuble. C'est une recherche qui est globale. Effectivement, ça, c'est un sujet qui a pris la plus grosse partie de mon temps. Mais j'ai travaillé sur toutes les familles de mon immeuble, qu'elles soient juives ou non juives. J'ai travaillé sur tous les peintres qui y ont vécu. J'ai remonté l'ensemble des propriétaires jusqu'en 1645. Donc, en fait, les familles juives, c'était un des éléments de ma recherche. Et c'est au fur et à mesure de mes recherches où je me suis rendu compte que 41 personnes juives qui avaient vécu dans cet immeuble avaient été déportées. Et c'est là où j'ai vraiment souhaité approfondir ce sujet parce que, avec une de mes voisines qui est dans la salle, on s'est dit il faut qu'on honore ces personnes et ce sera la suite de la prochaine question, c'est comment on peut poursuivre des recherches, qu'est-ce qu'on peut en faire. Merci beaucoup. Je vais me permettre quelques remarques et d'abord pour dire que donc on ne s'est pas encore rencontrés, c'est la première fois qu'on se rencontre et que je vois un peu votre travail, même si plusieurs personnes m'en ont déjà parlé. Donc je voudrais dire que là, Guillaume l'a présenté rapidement, mais tout ce qu'il a expliqué, c'est un énorme travail et que, étant moi historienne professionnelle, on me paye pour faire ça, ce qu'il vient de faire à temps plein. Je dois dire que c'est très impressionnant et qu'acquérir cette familiarité prend parfois, certains de mes collègues, beaucoup de temps et pas forcément avec toujours le même talent que vous, je dirais. Et je voudrais faire des petites mises en perspective parce que c'est important, on travaille sur les immeubles, mais en fait on peut aussi apporter à la grande histoire. C'est pas qu'il y en ait une petite et une plus grande, mais c'est important aussi de mettre en avant ce que des histoires d'immeubles peuvent apporter à la question plus large d'un point de vue historiographique et même sans utiliser des mots comme cela, juste à la compréhension de ce qui s'est passé pendant la guerre en général. Et je voulais revenir sur le point que vous venez de dire à la fin, que vous faites aussi l'histoire des familles non juives de votre immeuble. Pour moi, c'est fondamental, en fait. L'entrée par l'immeuble permet justement de sortir d'une assignation préalable à les familles juives, à faire des histoires en silo, qui en fait empêchent de comprendre beaucoup de choses avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, et de rentrer par une histoire par immeuble. Ça permet de comprendre les liens que des familles juives pouvaient avoir avec des familles non juives, pas pour en faire un jugement moral ou normatif, c'est pas pour dire certains se sont bien comportés ou d'autres mal comportés, mais justement montrer les interactions qu'il pouvait y avoir entre ces familles et le fait qu'elles partageaient des lieux communs. Et ça, en fait, même quand on fait des histoires d'immeubles du Marais, où c'est représenté comme le quartier juif, on se rend compte qu'il n'y a presque aucun immeuble où il n'y a que des juifs. Et même dans l'îlot 16, sur lequel Isabelle Bacouche a travaillé, je l'ai accompagnée pour la question d'identifier les gens dans les immeubles. C'est ici, c'est là où on est, c'est le mémorial et tous les immeubles environnants qui ont été expulsés pendant la guerre pour des raisons d'aménagement urbain. On se rend compte qu'il n'y a presque aucun immeuble qui était habité majoritairement par des familles juives. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi beaucoup de choses sur la société de l'époque, et c'était d'ailleurs un des problèmes pour les Allemands par rapport à la persécution, c'est que finalement, contrairement à d'autres espaces européens, c'était compliqué d'assigner des juifs à un seul espace. Et donc je trouve ça très important et très intéressant que vous ayez dit ça à plusieurs reprises, parce que c'est ça qui est aussi intéressant de rentrer par les immeubles. La deuxième remarque que je voulais faire, c'était, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais les exemples que vous avez pris. Donc souvent, quand les gens, et Maëlle pourra me corriger, mais quand les gens se demandent, essayent d'étudier la Shoah par des espaces, ils vont par exemple dans le mémorial des déportés ou dans le fichier des déportés, et ils cherchent par adresse. Or, vous avez vu que si on se fixe seulement sur les adresses dites d'arrestation ou les adresses qui sortent en premier quand on cherche par adresse où habitaient les gens arrêtés, ce n'est pas forcément les adresses où ils vivaient. Et donc ça, c'est aussi très intéressant parce que ça montre les déplacements que les Juifs ont pu faire avant la guerre, certes, mais aussi pendant la guerre, montrer qu'ils peuvent avoir aussi des stratégies de déplacement et de comprendre des questions de survie qui soient plus complexes, de mon point de vue, plus élaborées que la seule question de savoir s'ils ont été aidés ou pas par des non-juifs.
Et ça, je pense que vous avez très bien montré que c'est important. La troisième chose, c'est la question des noms de famille. Vous avez, en prenant l'exemple d'Eva, qui est référencée par le nom de sa mère dans la base Mémoire des hommes. Ouais. En fait, il y a une base, pour ceux que ça intéresse, les archives du SHD, qu'elles soient à Caen ou à Vincennes, on peut rentrer dedans. Si vous googlez Mémoire des hommes, vous pouvez taper les noms et les prénoms. Et donc, faut jouer avec les noms et les prénoms, évidemment. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'il y a énormément de problèmes, ne serait-ce que d'orthographe. Et donc, il faut aussi mettre en œuvre toute une stratégie. Donc, ce n'est pas une matière généalogique évidente. Ce n'est pas comme faire l'histoire de la famille Cousin ou Dupont. Il y a une particularité de faire ces histoires généalogiques-là, c'est la question des noms de famille. De toute façon... Quand on consulte les archives de la persécution, ça participe du mépris pour la population juive. Les persécuteurs n'écrivent jamais, le même va jamais écrire de la même manière le nom de la famille. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Et dernière chose, vous avez dit, ils n'étaient pas vraiment cachés à Évian puisque leurs enfants allaient à l'école. Et ça, en fait, le mot de cache, je pense que c'est un mot qui n'est pas très utile pour comprendre, parce qu'en fait, on dit les gens sont cachés, mais caché, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Ça veut juste dire qu'ils ne sont pas dans le lieu où ils ont été éventuellement recensés. Il y a des gens qui sont restés cachés dans un endroit toute la guerre, vraiment, au sens où ils n'en sortaient pas, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout la norme. Et ça, c'est aussi la question de la légalité. Et probablement que par cette enquête, vous pouvez aussi aborder ça de manière nouvelle. En fait, juste pour préciser, j'ai utilisé le mot caché car au mémorial d'Isieux, il y a un gros dossier donc, sur cette famille et sur ses enfants. Et il y a une carmélite qui avait très bien connu la famille et qui avait écrit « Ils se sont cachés à 3 endroits différents à Évian ». Et effectivement, il y a 2 semaines, j'ai retrouvé ce dossier. Et pour moi, ce n'était pas vraiment le mot caché, puisque ils ont fait une démarche auprès de l'administration pour renouveler des pièces d'identité. Donc, pour moi, ils n'étaient pas cachés au sens indiqué par cette personne. Ça, c'est tout un thème qu'on ne va pas... Parce que là, ça nous ferait vraiment sortir de l'immeuble. Mais le rapport à la légalité, il faut savoir que quand on travaille par immeuble ou par quartier, mais Samaël, tu vas y revenir... Il y a des gens qui vont rester toute la guerre à Paris, dans leurs appartements. Certains vont déménager, mais dans Paris, et d'autres dans leurs appartements, en faisant toutes les démarches légales et qui vont survivre malgré tout. Donc c'est très intéressant ce rapport à la légalité, aux démarches. Et de toute façon, quelque part, il faut avoir des papiers, parce que pour avoir l'alimentation, il y a beaucoup de choses où il faut des papiers. Mais je vais me taire parce que... Je vais maintenant passer la parole à Merci encore, et on va y revenir sur les suites de votre recherche. Et probablement, peut-être qu'en discutant, vous allez vous apercevoir qu'il y a des sources supplémentaires, même si vous m'avez l'air déjà très bien paré. Vas-y Maëlle, si tu veux prendre la parole. Alors, je vais peut-être être un peu plus bref, mais donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai travaillé essentiellement sur les quartiers arts et métiers et enfants rouges. Je vais dire amer, c'est plus rapide. Qui sont donc les 2 quartiers en rouge là sur la carte, qui sont la moitié nord du 3e. Et la raison pour laquelle j'ai travaillé sur ces quartiers-là en particulier, c'est parce qu'il existe des archives uniques pour ces quartiers. Alors du coup, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, puisque si vous voulez faire l'histoire d'un immeuble dans ces quartiers, là vous avez tout un tas d'archives, mais que vous n'aurez pas si vous faites l'histoire d'un immeuble autre part à Paris. On a entre autres le reste du recensement racial de 1940, pour ces 2 quartiers, qui a été conservé par le commissariat de quartier et qui aujourd'hui est aux archives de la préfecture de police, ce qui permet... archives de la préfecture de police, auprès Saint-Gervais. Peut-être pourquoi le reste a été détruit, pour que tout le monde comprenne. Oui, du coup, après la guerre, il y a eu tout un tas de lois qui ont prescrit le fait qu'il faut retourner à la légalité républicaine, et donc toutes les... Ça, c'est j'utilise les termes légaux tels qu'ils ont été écrits, notamment les recensements raciaux qui montraient la discrimination, ont dû être détruits.
Et donc officiellement, c'est pour ces raisons-là que ça a été détruit. Vous imaginez bien qu'il y a certaines personnes qui avaient aussi potentiellement des intérêts à ce que ces archives ne restent pas et ne soient pas visibles, notamment parce que ça veut dire qu'effectivement, ce sont les commissariats de quartier, donc la police française, qui a fait des recensements. Mais donc pour ces deux quartiers-là, pour des raisons que l'on ignore, puisque la norme est donc que ces recensements ont été détruits, ils ont été conservés. Donc on a le recensement de 1940, on a d'autres listes, notamment en 1941, au moment où les familles juives doivent apporter leur radio, leur poste de radio au commissariat. Donc on a la liste de toutes les familles qui apportent leur radio. En 1942, en juin, la liste de toutes les personnes qui sont venues chercher leur étoile jaune. Et puis, toute fin 42, tout début 43, la liste des personnes qui ont vu leur carte d'identité tamponnée avec un tampon écrit juif dessus. Et donc ça permet deux choses. Ça permet d'une part de s'intéresser pas seulement aux personnes qui ont été déportées, ce qui est souvent le plus facile à faire, puisque les adresses qui sont liées à la déportation ou qui sont liées aux arrestations sont relativement faciles à trouver, notamment grâce au travail de Serge Klarsfeld ou à tous les documents que tu as montré tout à l'heure, toutes les fiches qui existent encore. Mais pour tous les autres qui n'ont pas été arrêtés sur leur lieu de résidence à Paris ou qui n'ont pas été arrêtés du tout, souvent, pour le coup, on n'a pas de traces. Or là, on a les traces de toutes les familles qui se sont faites recenser. C'est pas tout le monde, mais d'expérience, c'est quand même une très 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 grande majorité des familles juives qui habitaient dans les quartiers à l'époque. Et puis, comme on a ça à plusieurs moments dans le temps, ça permet un peu de retracer l'évolution de la population juive, de savoir qui était là quand, comment la population évolue, en fonction des arrestations, mais aussi en fonction de tout le reste, des gens qui partent, qui vont se cacher, entre guillemets, qui partent en zone sud, qui partent à la campagne, etc. Et donc on arrive à voir un peu comment la population juive du quartier évolue au fur et à mesure du temps. Alors pour vous donner un peu une idée, donc je suis géographe, je fais des cartes. Donc ça c'est la mise en carte du recensement de 1940, du recensement racial de 1940, pour voir un peu dans le quartier où habitaient les familles juives. Et ce qu'on peut voir assez rapidement, c'est que globalement elles habitaient un peu partout dans le quartier. Alors il y a des zones où il y a un peu plus de familles juives, d'autres un peu moins, mais globalement c'est un peu partout. Mais ce qui est intéressant, et on en parlait tout à l'heure, c'est pas de se limiter à ça, parce qu'en fait ça veut pas dire grand-chose, on ne se rend pas tellement compte, mais on peut comparer aussi avec le recensement racial de 1936 pour se rendre compte justement de la proportion et les familles juives, elles vivent aussi avec des familles non juives. Et donc là, vous avez une carte qui montre le pourcentage de foyers juifs par immeuble. Alors il faut savoir que Amer, c'est un des quartiers avec le plus fort pourcentage de familles juives de Paris. On est à, si je ne dis pas de bêtises, entre 15 et 17%. Mais quand on regarde immeuble par immeuble, en fait, il n'y a aucun immeuble où il y a uniquement des familles juives. Et en fait, il y a très 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 peu d'immeubles où il y a même une majorité de familles juives. Quand on place ça dans l'espace, on se rend compte assez rapidement que les familles juives et les familles non juives, elles habitent dans les mêmes immeubles, dans les mêmes rues, ce qui veut dire qu'elles vivent ensemble au quotidien, qu'elles vont dans les mêmes écoles, etc. En tout cas, qu'elles vivent côte à côte. Alors, je ne vais pas terminer. Donc si, je vous ai parlé. Donc ça, ce sont les étoiles jaunes, le registre des étoiles jaunes. Donc je vous ai dit que ce sont des archives qui n'existent que pour le troisième. Donc vous ne pourriez pas faire ça, ou beaucoup plus difficilement pour les autres quartiers. Mais il y a d'autres archives qui existent et qui permettent quand même pour un certain nombre de quartiers de Paris d'avoir un peu une vision de qui sont les familles juives qui habitent là au début de la guerre ou probablement en 1941. Donc là, il y a un fichier qu'on appelle le fichier Epstein, qui est conservé à Jérusalem et dont on a des copies ici, qui fait ce recensement. Alors si vous voyez, ça c'est une des rues sur lesquelles j'ai travaillé, la cité du Petit Thouars, et donc on peut voir qu'au 11, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 familles. Donc vous avez les noms de famille, le numéro, les noms de famille et leur métier. Donc vous ne savez pas forcément combien il y a de personnes, mais ça peut quand même déjà vous donner une idée de immeuble par immeuble, quelles sont les familles juives qui habitaient là. Et donc ça existe pour un nombre relativement conséquent d'arrondissements parisiens, même plus que ce qu'on croyait jusqu'à il y a 1 an ou 2, parce qu'on en a retrouvé des morceaux. Je vous le dis rapidement, il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, 6e, 7e, 8e, 9e, le 10e, le 12e, le 16e, le 17e et le 18e. Donc si vous voulez faire l'histoire d'un
d'un immeuble qui serait dans un de ces arrondissements, vous pouvez trouver des petites fiches comme ça qui vont, immeuble par immeuble, faire la liste des foyers juifs, probablement en 1941. Tu n'as pas expliqué comment D'où ça ça a été vient produit. Mais alors, si on savait, en fait, on ne sait pas exactement comment ça a été produit. C'est l'ancêtre de l'UGIF, le comité des bienfaisances, qui produit ces fiches. Comment exactement, on ne sait pas, puisque moi j'ai comparé donc les fiches pour le recensement, donc les fiches de la police et celles-ci, et en fait c'est très très similaire. Je soupçonne, mais ça reste à prouver, qu'il y a des liens et que peut-être ils ont eu accès aux fichiers de police pour pouvoir faire ça. Parce qu'en fait, ce ne sont pas que les membres ou pas que des... parfois, on parle du fichier de membres, mais c'est pas du tout... Enfin, c'est clairement pas le fichier de membres. Il y a beaucoup plus de personnes que juste les membres de l'UGIF ou du comité israélite de bienfaisance à l'époque. Bah d'ailleurs, là, il y a un M. Vous voyez un petit M au milieu, la rue du Petit Thouars. Ouais. Ça veut dire ça que veut c'est dire un membre. membre actif. Parce que je complète pour que tout le monde comprenne, Oui. parce que nous, on vit dedans. Voilà, donc c'est possible, c'est plus difficile, mais c'est aussi possible de trouver des équivalents plus ou moins à ce que j'ai utilisé pour d'autres quartiers, pour d'autres immeubles. Et si vous êtes en province, il y a aussi, pour un certain nombre de départements, notamment de la zone libre, il y a encore des reliquats, des recensements raciaux, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui permettent d'aller un peu plus loin que les familles déportées ou arrêtées pour lesquelles on a relativement facilement des adresses, mais pour pouvoir voir un peu plus large. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur des archives, mais pas que, puisque l'idée, c'est quand même aussi un peu de comprendre donc, l'environnement globalement, et puis les histoires des gens. Donc je vous ai déjà montré qu'en comparant le recensement de 1936 et le recensement racial de 1940, on peut comprendre un peu plus globalement comment ça se passe. J'ai aussi travaillé pas mal avec une cinquantaine de témoignages de personnes du quartier, qui habitaient dans le quartier, en tout cas, à un moment pendant la guerre, des personnes juives. C'est pas moi qui ai fait les interviews, et en fait, il y a plusieurs bases de témoignages qui existent, plusieurs bases de données qui existent, avec un grand nombre de témoignages. Alors, c'est pas toujours facile de les trouver, notamment parce que généralement, on ne peut pas chercher par adresse, mais pour certaines, et notamment pour la base de témoignages de l'USHOA Foundation, dont il y a des copies ici, tous les témoignages filmés de cette base, on a des copies ici, c'est possible de chercher par nom. Donc une fois que vous avez déjà un peu une idée de qui sont les personnes qui habitent dans l'immeuble ou les immeubles que vous étudiez, et ben on peut retourner en cherchant nom par nom. Alors c'est pareil, c'est toujours un peu compliqué parce que les personnes peuvent changer de nom, et changent de nom parfois fréquemment. Mais on peut retrouver ça. Et puis du coup, vous avez une autre partie de l'histoire qui n'est pas basée sur des archives écrites, mais vraiment la manière dont les gens peuvent parler de leur quartier, de leur immeuble, et puis de leur histoire et de leur parcours au fur et à mesure. Là, je vous ai mis juste un exemple de Michel Kouna, qui habitait du coup dans les quartiers où j'ai étudié. Et puis, par exemple, dans son interview, l'intervieweur demande s'il habitait dans un quartier juif, et puis il répond pas entièrement, mais enfin en partie, parce qu'il y avait déjà une synagogue dans la rue et plusieurs commerçants, de la nourriture de l'Europe de l'Est. Et voilà, donc ça permet un peu de comprendre un peu plus globalement, et puis avec les mots des gens qui habitaient là, ce que c'est que ces quartiers ou ce que c'est que ces immeubles. Donc ça, j'en ai parlé rapidement, et puis c'est pas tellement le propos ici, mais avec toutes ces sources au fur et à mesure du temps, moi, ça m'a permis, entre autres, de faire un peu de retracer l'évolution de la population juive du quartier. Et donc, ce que vous voyez là, c'est qu'on passe de 2200 familles en octobre 1940, et à la Libération, il n'y en a plus que environ 500, et encore, c'est l'estimation, probablement l'estimation haute, puisque je vous ai dit que j'avais des documents jusqu'en décembre 42. Après, entre décembre 42 et la Libération, il y a moins de documents, encore qu'on en retrouve toujours. Là, j'ai commencé à étudier une autre source qui est un recensement de l'UGIF en zone libre. Et donc, on sait si les gens sont là en 1942, mars-avril 42, et puis si... Non, pardon, je vous dis des bêtises. 43. S'ils sont là à l'été 43, en août 43, et s'ils sont là en mars-avril 44. Et donc on peut continuer. Donc là, il y a un peu des trous dans mon tableau, mais un jour, ça sera complété pour voir un peu qui est là, et en tout cas qui continue de se faire recenser
aux différents recensements, que ce soit de la police ou dans ce cas-là de l'UGIF, jusqu'en 1944. Et puis il y a d'autres moyens de comprendre. Alors, si vous travaillez sur un immeuble, c'est plus facile de retracer personne par personne. Moi, je ne me permets pas de faire ça sur 5500 personnes. Vous pensez bien que ça me prendrait un peu trop de temps. Mais on peut aussi regarder, notamment grâce aux travaux de collègues, donc de Sarah ici, toutes ces questions de spoliation d'appartements. Évidemment, si vous avez l'information que l'appartement est vide ou est occupé par quelqu'un, ça veut dire que la famille n'est plus là. Et donc, ils ne sont plus dans le quartier. Alors, moi, je me suis arrêté à ces stades-là. Je n'ai pas encore vraiment étudié où les gens vont, parce que c'est un autre travail qui demande d'autres archives et qui demande aussi du temps. Mais voilà, de pouvoir comprendre un peu comment la population juive évolue dans le quartier au fur et à mesure des rafles, des arrestations, mais aussi au fur et à mesure des fuites, des gens qui se cachent, qui se déplacent, puisque les gens se déplacent. Bon, alors ça, je ne vais peut-être pas en reparler tellement, puisque tu l'as montré tout à l'heure, mais ce sont les fiches du recensement, des recensements ratios, ce sont les fiches qui subsistent. À savoir, sur ces fiches-là, en fait, ce qui subsiste, ce sont pour les gens qui ont été arrêtés et ou déportés. Il y avait a priori à l'origine les mêmes fiches pour toute la population juive recensée, mais aujourd'hui, ce qui subsiste et ce qu'on peut consulter, c'est que pour les déportés ou les arrêtés. Et ça, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le recensement de l'UGIF, avec des petits tampons ou des petites annotations écrites en bas qui vous laissent savoir si les gens sont encore là en 1943 et en 1944. Je dis sont encore là, présumément encore là, ça veut dire que l'UGIF sait où les trouver, continue d'écrire leur adresse sur ces petites cartes, et puis est capable de collecter les cotisations à 2 moments, donc présumément qu'elles sont encore là dans leur appart, ou en tout cas pas trop loin. Voilà. Et donc en fait, ce qui est important, et en tout cas la manière dont je travaille beaucoup moi, c'est de réussir à croiser toutes ces sources. Là, je vous en ai présenté pas mal, mais c'est de les mettre en lien les unes avec les autres et donc de pouvoir retracer les trajectoires des familles et de pouvoir reprendre les noms qui sont dans la première source, puis dans la première source, et puis voir si elles sont encore dans la troisième. Et on se rend compte qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, des personnes qui partent. Et donc ça demande beaucoup de travail, puisqu'on l'a dit, en plus, les noms ne sont pas forcément les mêmes au fur et à mesure. Les gens changent aussi, il y a des naissances, il y a des mariages, donc ça fait changer les noms. Mais je trouve que c'est un travail qui est important, qui est parfois difficile et très long, mais qui vaut le coup pour réussir à comprendre un peu plus globalement ce qui se passe dans le quartier. Et puis justement, une fois qu'on commence à voir les noms, en fait, on peut chercher dans tout un tas de sources d'archives, soit à la fois par nom, soit par adresse, puisque suivant les archives, ça peut être classé de manière différente. Si je vous donne quelques autres exemples de ce que j'ai pu utiliser, je peux utiliser les registres des mains courantes, qui donc là sont par quartier, et donc on peut aller voir dans le quartier qu'est-ce qui se passe, et puis les interactions un peu au jour le jour. Alors évidemment, dans les mains courantes, vous avez essentiellement les conflits, mais vous retrouvez aussi vos habitants dans ces mains courantes et dans leurs conflits de voisinage. On a aussi ici au mémorial ce qui s'appelle un répertoire topographique de la J38. Donc plutôt que de chercher par nom, vous pouvez chercher par adresse pour savoir quelles sont les entreprises qui ont été spoliées. Voilà, donc on peut chercher à la fois par nom et par adresse. Et puis après, le plus difficile, c'est de réussir à remettre tout ça ensemble pour pouvoir faire une histoire un peu plus globale. Merci à vous deux. Juste un petit mot sur cette partie comment faire. Donc mes camarades, mes collègues ont montré beaucoup d'exemples de ressources là et de tout ce qu'ils ont utilisé lors de leur présentation. Évidemment, la recherche généalogique ou ce type de recherche est facilité maintenant avec toutes les informations qui sont numérisées. Ces documents numérisés, vous les avez montrés, les sites de généalogie, mais également les sites d'état civil, etc. C'est un accès facilité à l'information, c'est vrai. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, tout n'est pas numérisé. Tout n'est pas encore en ligne, même si c'est numérisé. Parfois, il faut se déplacer. Nous, on a des documents numérisés que vous ne pouvez consulter que sur place pour des raisons soit juridiques, soit pour des tas de raisons. Et surtout, quand bien même c'est numérisé et accessible en ligne, il faut savoir quoi et où chercher. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on découvre un petit peu au fur et à mesure. Donc,
C'est là que les chercheurs professionnels ou les archivistes ont encore un rôle à jouer quand même, parce qu'on a beau faire des inventaires, être très précis, décrire les collections, etc. C'est pas nécessairement quelque chose d'inné que de faire ces recherches. Certains qui sont très curieux, comme Guillaume par exemple, vont chercher partout et ils vont même trouver des choses auxquelles nous on n'aurait pas pensé. On a eu quelques cas, mais parfois c'est l'inverse. Si le chercheur ne vient pas nous solliciter et nous exposer sa recherche, on ne va pas avoir en tête de lui parler du fichier des cotisants à l'UGIF qui sont là pourtant depuis 20 ans. Donc il y a toujours cette nécessité d'accompagnement et c'est un élément important. Vous pouvez bien entendu faire plein de recherches tout seul et la généalogie ça a explosé et c'est vrai, on est le reflet, mais à un moment, c'est bien de se tourner vers les gens qui ont eu cette même expérience ou des archivistes. Alors, au Mémorial, on est ravis de vous aider, mais vous pouvez aussi aller aux archives de Paris. Il y a des gens formidables, à l'APP, aux archives nationales, etc., partout. Vraiment, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Alors là, je dirais même plus que poser des questions, il faut aller sur place. C'est pas du tout de la bonne recherche de faire que de la recherche en ligne. Je suis désolée de mettre les pieds dans le plat. D'abord parce qu'on découvre plein de choses quand on est sur place. On a des idées qu'on n'aurait pas eues. Et surtout, je vais aller encore plus loin que Karen. Après 10 ans à avoir travaillé pour la préparation du livre dont il a été question tout à l'heure, en fait, il y a des archives qui sont indexées de manière... L'indexation des archives, une indexation, ça veut dire le titre qu'on donne au fond, c'est aussi le produit d'une histoire, d'accord ? Et donc, si on n'ouvre pas les fonds, on ne peut pas comprendre à quel point, et croyez-moi, c'est énorme dans notre cas, à quel point les fonds qui sont concernés sont mal indexés, et ce n'est pas du tout ce qui est décrit qui est dans le fond. Et si on l'avait pas ouvert, si on n'avait pas ouvert plusieurs fonds, il y en a plusieurs, il y en a 3 comme ça dans notre histoire qu'on raconte, pas ici au Mémorial, mais dans d'autres endroits, et ben en fait, on serait passé à côté de tout un processus qui était invisibilisé parce que les archivistes eux-mêmes, quand ils ont indexé les archives après-guerre, ne pouvaient pas tout comprendre. C'est normal, enfin, on est toujours le produit de son époque. Et donc, la numérisation de ces fonds existe, mais juste, ils sont mal décrits. Et si on ne les croise pas et que juste, on n'a pas la matérialité du fond devant nous, on ne peut pas comprendre ça. Donc, j'enfoncerai encore plus le clou de ce que vient de dire Karen. Et je voudrais... juste revenir sur un point très important que tu as dit, Maëlle, c'est la question des noms. C'est-à-dire qu'on fait l'histoire d'un immeuble, on va avoir toute une liste de noms, donc le magnifique tableur que j'imagine a décoré l'appartement de Guillaume. Et en fait, il faut rentrer dans plein d'autres sources, mais cette fois-ci à partir des noms. Et c'est qu'en faisant les allers-retours entre entrer dans les archives par nom et entrer dans les archives par adresse, qu'on va pouvoir construire vraiment l'épaisseur sociale et historique de l'immeuble qu'on étudie. Et je voudrais rajouter un point, un fonds dont on n'a pas trop parlé, et tu viens, ou c'est Maëlle, non, je ne sais plus, qui vient d'en parler, AJ38, donc, parce qu'on utilise des sigles, mais en fait on n'explique pas trop parce qu'on est entre nous. Donc AJ38, c'est le fonds du Commissariat général aux questions juives, s'il y a des gens qui ne sont pas spécialistes, donc c'est l'administration, pour le dire vite, administration française, en charge de la persécution. C'est l'administration principale du cadre juridique de la persécution et notamment de l'organisation économique. Et là, il y a non seulement le fichier topographique des entreprises, mais il y a le fichier topographique des immeubles. Ils sont distingués, c'est 2 fichiers différents. Non, je crois que c'est un seul fichier. Ben, moi, je les utilise, ils sont oui. Ah d'accord. Enfin, en tout cas, il y a des entreprises, mais il y a aussi des immeubles qui sont arianisés. Et donc, bien sûr, c'est possible aussi, parce qu'il y en a quand même un très grand nombre, que vous habitiez dans un immeuble qui était possédé, parce qu'il y a une chose très importante qu'on n'a pas dite depuis tout à l'heure, et il y a eu des lapsus parmi mes camarades. À l'époque, en 1940, la plupart des immeubles sont possédés par une seule personne, enfin une seule famille. C'est pas comme nous aujourd'hui, on habite dans des copropriétés. La copropriété à l'époque est presque inexistante. Ça, c'est le premier point. Et donc, la plupart des gens dont on parle sont tous locataires. Donc, presque tout le monde est locataire et les immeubles sont la propriété d'une personne, enfin d'une famille. Et très souvent à Paris, les familles habitent en province. C'est très rare que les familles habitent leur propre immeuble.
Bon, dans le cas des familles juives, ça arrive aux grandes dames du commissariat général aux questions juives, mais c'est une trop longue histoire. Mais en tout cas, les immeubles possédés par des familles juives ont aussi leurs archives. Et ils sont plusieurs milliers. Donc, ça peut aussi être intéressant d'utiliser cette ressource, parce que là, pour le coup, vous avez beaucoup de matériaux très, très différents. Et il y a beaucoup d'immeubles, notamment les immeubles des fondations, par exemple les immeubles de la Fondation Rothschild. Enfin, il y a à la rente foncière, c'est un des personnages de notre livre. Mais il y a un chapitre spécial dans le 18e. Mais la rente foncière, ce n'est pas un bailleur juif. Ça appartient pas à des juifs, la rente foncière. Oui, mais moi, c'est ça dont je parle, c'est des immeubles juifs, là. Mais oui, la rente foncière a énormément d'appartements dans le 18e. La rente foncière va coopérer, c'est une autre histoire, mais va coopérer pendant toute la guerre avec la préfecture de la Seine pour relouer les appartements de manière illégale, mais les appartements loués par des juifs. C'est un bailleur énorme dans le 18e. On n'a pas parlé du 18e. Je ne sais pas si vous avez utilisé les archives des victimes des bombardements, si la rue Ramée a été victime des bombardements de la Chapelle en avril, mais je me suis demandé ça, parce qu'il y a des dossiers nominatifs par famille aux archives de Paris. Non, mais il y a des documents aux archives de la préfecture de police de Paris sur les bombardements du quartier de Clignancourt. Oui, mais je n'ai pas approfondi cette recherche. Mais il y a aussi un fonds spécifique qui sont sur les victimes des bombardements dans le 18e. On pourra en reparler. Ouais. Je voulais compléter ce que disait Sarah. Effectivement, par exemple, le 38 rue Ramey, pendant la période de la guerre, c'est un seul, enfin, même auparavant, c'est un seul propriétaire qui a acquis la totalité des immeubles en 1941. Il les a gardés jusqu'en 1952. Et effectivement, il n'habitait pas l'immeuble. C'était un responsable de plusieurs entreprises qui vivait à Villaines-sur-Seine. Et il était propriétaire de toute la copropriété. Oui, c'est la norme à l'époque. Et voilà. Non, mais je voulais donner ce contexte. On va... Ouais. On va vous donner la parole après, quand ce sera le moment. Là, on n'a pas fini. Et donc voilà, donc c'était juste pour donner cette précision et dire qu'il y a toute cette ressource sur l'organisation des immeubles en tant que telle qui peut être intéressante. Et on n'en a pas parlé parce qu'on est au mémorial, mais il y a plein de fonds qu'on n'a pas évoqués, qui sont aux archives de Paris et qui vous font vraiment rentrer dans les immeubles, étage par étage, sur lesquels on pourra donner des précisions ultérieurement. Mais là, je vais redonner la parole à mes voisins. Et donc, le dernier point qu'on voulait aborder, c'est une fois qu'on a fait l'histoire de son immeuble ou des quartiers, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on est content parce que, comme je pense que vous l'avez vu, c'est aussi un processus, c'est une expérience de faire l'histoire de son immeuble ou d'un quartier. C'est une aventure. Et en fait, on peut jamais... Moi, je peux jamais m'arrêter la nuit, tout le temps, j'ai envie de chercher tel quartier, telle question. Bon, c'est un problème, mais quand même, il y a des moments, il y a des étapes. Par exemple, on fait un livre ou on fait autre chose. Et donc, sur ce point, on voulait refaire un tour de table sur cette question. Et Maëlle, tu peux commencer pour dire, toi, qu'est-ce que tu entends faire? Comment tu vois les choses? Ouais, bon, moi, je vais être assez bref parce que bon, déjà, j'en ai fait des travaux scientifiques, mais qui ne vous intéressent pas forcément toutes et toutes. C'est-à-dire une thèse, mais j'imagine que personne n'a... Bonne thèse, parce que j'étais dans le jury, je certifie. Et peut-être un jour un livre qui sera un peu plus grand public et un peu plus sympa à lire que la thèse. Mais après, on travaille aussi avec des collègues et donc on peut se partager les données, ce qui fait que ces informations peuvent être réutilisées par d'autres pour continuer à travailler de manière transversale. Je travaille notamment avec Sarah. On a un collectif qui s'appelle Connu à cette adresse. Il y a un site internet, vous pouvez voir un peu ce qu'on fait. Je travaille entre autres aussi au mémorial. Enfin, ce sont ces travaux-là qui m'ont amené à venir travailler au mémorial de la Shoah et à continuer à explorer ces questions des adresses. Et puis, j'interviens aussi dans des communications comme celle-là, aux archives de Paris, dans plusieurs endroits, en tout cas pour parler de mes recherches avec différents publics, qui soient plus historiens ou plus historiens amateurs ou juste voisins curieux. J'ai aussi travaillé dans des écoles. J'ai fait des projets avec des écoles, plutôt plus souvent sur leur quartier, puisque c'est ça ou en tout cas leur environnement immédiat. Mais donc je réutilise un peu les mêmes outils pour pouvoir travailler avec des collégiens, notamment des troisièmes.
Oui, plus que ça, tu as fait quand même un projet assez impressionnant avec une classe de collège où j'ai pu me rendre à Vaujours, où ils ont cartographié les trajectoires de déportés, écrit des biographies, un peu comme le projet Convoi 77, que certains doivent connaître. Donc, tu es un peu plus modeste que la réalité. Guillaume, à vous. Oui, c'est possible de relancer le PPT. Merci. Alors moi, du coup, au cours de ces recherches, ça fait maintenant 4 ans et demi, j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai collecté des documents, j'ai rencontré beaucoup de familles qui sont présentes dans cette salle, dont une pas plus tard qu'il y a 2 jours. Et alors on s'est demandé effectivement que faire de toutes ces recherches. Et je voulais citer Bastien François, qui est dans la salle, qui a écrit un livre qui s'appelle « Retrouver Estelle Mouflarge ». Et je pense qu'il résume pas mal ses recherches. Il écrit « Le chercheur raconte son enquête et doit s'expliquer en particulier sur cette quête incongrue qui consiste à partir à la recherche de quelqu'un auquel aucun lien ne le rattache et reçoit en retour souvenirs, informations et documents. » Voilà, je trouve que ça reflète bien ces recherches. Donc on s'est demandé, alors moi en fait j'avais mis toutes mes recherches sur un logiciel de généalogie. J'ai publié ça sur un site de généalogie, donc j'avais des contacts avec des familles. Mais concernant particulièrement les Juifs déportés, qui sont au nombre de 41 pour le 38 rue Ramey, on s'est demandé très rapidement avec des voisins qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et on a décidé de leur rendre hommage. Alors on s'est demandé comment. Donc on s'est dit, on va faire installer quelque chose dans le hall d'entrée. Après on s'est dit, on a un jardin, il faudra utiliser le jardin. Donc on a décidé de faire voter en assemblée générale l'installation d'une œuvre. Donc il a fallu pour cela créer une association pour collecter des fonds. Et là je remercie mon collègue, mon ami Marc Chétan, qui sans lui, je pense qu'on aurait eu du mal à aboutir. On a créé une page Instagram, parce qu'on s'est dit que si on se dispersait un peu trop sur des pages Facebook et d'autres réseaux sociaux, on allait s'y perdre. Donc on concentre sur une page Instagram où on publie un peu toutes les recherches sur l'immeuble. Et puis donc, concernant ce projet de mémoire de nos 41 Juifs déportés, on a organisé le 6 octobre dernier une commémoration au 38 rue Ramey. Donc on a beaucoup travaillé pendant des semaines. On a créé un livret, on a fait un plan de l'immeuble avec le lieu où vivait chaque famille de déportés. Et on a fait réaliser une œuvre qui s'appelle l'Olivier et la coccinelle. L'olivier, arbre de paix, et la coccinelle en hommage au dessinateur Gottlieb, qui a vécu avec sa famille au 38 rue Ramey. Et donc on a fait installer cette œuvre dans le jardin. C'était le 6 octobre dernier. On était environ 200. Il y avait des familles venues des États-Unis, d'Australie, d'Angleterre, d'Allemagne. On a eu la chance d'avoir à nos côtés le maire du 18e, l'ambassadrice des droits de l'homme, le grand rabbin de France, Sandrine Kiberlin, l'actrice qui nous a lu les noms des 41 déportés. On avait des chants. Enfin, c'était un moment extrêmement émouvant. La mairie du 18e, qu'on ne remerciera jamais assez, nous a gentiment prêté la salle des fêtes, où on a pu accueillir toutes les familles. Et voilà les visages. Ah, et Monsieur Jacques Fredge, pardon. Et voici les visages. Alors, il en manque 8. Je ne désespère pas de les retrouver un jour. Mais voilà les visages des personnes qui ont vécu au 38 rue Ramey et qui ont été déportées. Sur les 41 personnes déportées, seules 4 sont revenues. Et au cours de mes recherches, au tout début de mes recherches, j'ai rencontré une personne exceptionnelle qui est dans la salle, Monique Neyman, avec qui j'ai beaucoup échangé. Et Monique Neyman a été sauvée avec la famille Gottlieb et la famille de Monique
Ces familles ont été sauvées par une personne qui habitait dans la copropriété et qui, une nuit de janvier 1943, a caché ces familles dans son appartement. Et donc, on a décidé de tenter, on va voir ce qui va se passer, mais de la faire élever juste parmi les nations. Donc, on a constitué un dossier. Cette femme s'appelle Maria Svoboda, elle était italienne. Et donc, c'était une personne forte en caractère. Et une nuit de janvier 1943, elle a caché toutes ses familles à ses risques et périls. Et donc, le dossier est en instruction actuellement en Israël. Que faire de l'histoire de cet immeuble? Les projets, ce serait de faire un documentaire, puisque déjà toute la cérémonie a été filmée. Donc on est sur un projet de documentaire, un chemin ou un parcours pédagogique avec les écoles du quartier, voir si on peut faire une porte ouverte pour les journées du patrimoine pour faire découvrir la copropriété et les recherches, une plaque en mémoire du dessinateur Gottlieb, faire éventuellement, ça c'est des choses qui ont été listées, hein, c'est pas une exposition en 2026 qui serait liée au premier recensement de population de Paris, puisqu'à Paris, le premier recensement date de 1926, il n'y en avait pas auparavant. Faire bien sûr un livret sur toutes ces familles de déportés, car j'ai énormément d'informations, de matières, de photos. Et la signature d'une convention, mais Karen va peut-être en parler, avec le Mémorial de la Shoah pour déposer toutes ces archives. Transition parfaite pour donner la parole à Karen. Je voudrais juste dire que j'ai souri quand vous avez parlé du dossier de Juste parmi les nations, parce que c'était avant les appartements, c'était mon sujet de thèse, la reconnaissance des Juste parmi les nations. Donc, si vous avez besoin d'aide sur la meilleure stratégie, je peux vous aider. Si vous avez des contacts en Israël, oui. Parce que le dossier est déjà déposé depuis le 10 janvier. Ça va faire quasiment 1 an. Voilà. Faut attendre encore un petit peu, là. Voilà. On va être patient. Mais il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas au bout du bout, de la description que vous en faites. Vas-y, Karen. Alors, que faire après ? D'abord, après, c'est jamais terminé. Hein, on s'en rend compte. Une fois qu'on a mis le pied dedans, on trouve d'autres sources, on continue à rencontrer des personnes et la recherche n'est jamais réellement terminée et c'est ça qui est assez formidable. Donc, quand ces recherches sont entamées, l'objectif du chercheur qui les initie n'est pas toujours déterminé, pas toujours abouti. Et finalement, c'est une quête d'information qui n'est pas réalisée avec un objectif précis, une finalité précise, en se disant je vais faire un film ou je vais faire un livre. Non, c'est en fait plutôt le résultat des recherches auxquelles on est arrivé qui vont déterminer ce qu'il en advient. Alors certes, si on a des qualités d'auteur, d'écrivain, et des connexions avec le monde de la littérature, on va être tenté de faire un livre. D'autres sont plutôt des cinéastes ou des documentaristes et ils vont s'orienter vers la réalisation d'un documentaire. Il y a également la possibilité maintenant, avec ces nouveaux outils, de faire des expositions, alors certes physiques, mais également virtuelles en ligne. Et c'est un peu plus souple également. Les sites Instagram, les pages Facebook, là c'est vrai qu'on trouve des tas de choses. Les sites de généalogie regorgent également d'exemples de parcours de vie qui pourraient s'insérer également dans ces travaux. En fait, ce qui nous semble aujourd'hui nécessaire, moi ce que je ressens manquer, et je le partage avec vous, c'est que toutes ces recherches qui soient menées soient surtout conservées, enregistrées et archivées. Parce qu'elles méritent et elles nécessitent d'être connues, pas seulement dans le cercle familial ou d'une association ou même d'un quartier et d'une rue, mais auprès du plus grand nombre. Tu l'as dit, Guillaume, tu as touché dans tes recherches des gens qui vivent à l'autre bout du monde parce que tu les as cherchés. Il nous arrive d'être contactés par des gens, effectivement, d'un peu partout et qui n'ont pas nécessairement la connaissance de l'existence de l'association 38 rue Ramet ou d'une autre recherche sur une autre rue ou un autre immeuble. Donc,
Pour qu'elles puissent être connues et accessibles et pour qu'elles puissent servir à d'autres, il est nécessaire de les conserver, de les enregistrer. Un site internet, ça ne vit pas nécessairement très longtemps. Un ouvrage, certes, va continuer à exister. Il est enregistré dans une bibliothèque. Encore faut-il que ça connaisse son existence et connaître la bonne bibliothèque. Et c'était donc la raison initiale et la motivation de cette intervention aujourd'hui et de cette présentation. Faire savoir, faire connaître, diffuser, valoriser les travaux qui ont été faits par le passé. Ce n'est pas d'aujourd'hui, en fait. Ces recherches explosent aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, grâce à la facilité auquel on a désormais accès en termes d'informations et d'outils. Mais il y a des années déjà, des gens écrivaient des livres à compte d'auteur ou faisaient des petites études, etc., qui sont pour certaines conservées dans nos archives, mais pas toutes, loin de là. Et j'espère sincèrement que d'abord cette journée va vous donner envie peut-être de vous plonger dans des recherches à votre tour. Mais surtout, ce que je souhaiterais, c'est initier un cycle un petit peu qui permettrait aux gens qui auraient envie de continuer, d'entamer ces recherches, mais qui ne savent pas vraiment comment faire ou autre, d'aller plus loin et de les accompagner. Donc on a évoqué déjà peut-être la mise en place d'un atelier à une périodicité qui n'est pas encore déterminée, sous un format qui n'est pas encore arrêté, mais on a vraiment envie, pas seulement d'attendre que vous veniez nous voir en nous disant je fais une recherche, est-ce que vous pouvez m'aider, mais plutôt de faire des travaux de groupe. Et là, vous l'avez vu, et quand on s'est vu précédemment avec Maëlle et Christophe et Guillaume, pour préparer cette journée, eh bien, en discutant, Guillaume a réalisé qu'il y a des documents qu'il ne connaissait pas, dont on parlait, et pourquoi il ne les avait pas vus, etc. Toi, tu as parlé d'autres sources également, et c'est sans fin. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. C'est un vrai travail de détective privé. Donc, à vos immeubles, à vos archives, parce que vous aussi, vous avez des archives, et puis des projets, on en a plein. Enfin, dans la liste des choses à faire, il manque aussi aller prendre les photos, je sais, sur les pierres tombales à Bagneux, de toutes les personnes. Voilà. Donc, on a besoin de monde, on a besoin de ressources, et on a besoin d'une deuxième vie. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions dans le temps qui nous reste. Je voudrais juste, sur une note un tout petit peu moins optimiste, aussi dire que quand on fait l'histoire de son immeuble, on peut aussi trouver des choses qui sont moins gaies que la personne dont il a été question, puisqu'il y a eu beaucoup d'enjeux dans les immeubles par rapport aux appartements, etc. Donc je ne vais pas gâcher l'ambiance, mais juste pour prévenir tout le monde. On peut aussi, c'est une histoire d'un immeuble, c'est une micro-société, et donc on sait que les micro-sociétés, c'est comme les grandes sociétés, c'est complexe et il y a tout type de comportement. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc sur ce, on va prendre quelques questions. Donc gardez vos questions relativement brèves pour qu'on puisse en prendre plusieurs. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Parmi les sources qui ont été citées, on n'a pas parlé des archives scolaires, en fait. Et c'est vrai que je suis un des lecteurs, justement, de Bastien François, retrouvé SL Mouflarge. Et je trouve que les pages parmi les plus passionnantes sont celles, justement, où il parle de la scolarité d'Estelle. C'est les rapports qu'ont pu avoir les élèves avec les directrices d'école, par exemple, l'attitude justement par rapport aux persécutions, et souvent le rôle assez exemplaire des enseignants. Je pense aussi au livre de Sarah Kaufmann qui vient d'être édité, rue Ordonner, rue là-bas. Ce sont vraiment des sources qui sont importantes. Alors, je ne sais pas si Guillaume et Maëlle ont eu l'occasion d'utiliser ce type de sources. Peut-être peuvent-ils nous le dire. Alors, merci. Merci beaucoup. Effectivement, les sources que j'ai citées, moi, personnellement, elles ne sont pas exhaustives. Il y en a énormément d'autres et il nous faudrait 3 jours, je pense, pour toutes les lister. Mais j'ai consulté effectivement les registres aux Archives de Paris. Et les Archives de Paris ont mis en ligne énormément de registres. Donc, effectivement, c'est une autre source encore d'informations, notamment pour les enfants. Je crois que sur certains registres, il y a des mentions enfants juifs, parents déportés. Donc oui, c'est encore une source d'informations. Non, mais je voulais dire, c'est une très bonne remarque. C'était d'ailleurs écrit registre d'école, une partie dont je voulais reparler brièvement. Et entre autres parce que
en tout cas en tant que géographe et quand on s'intéresse à l'espace, en fait, c'est une bonne entrée puisque vous avez l'école et donc a priori tous les élèves qui sont autour. Après, les registres d'école, on va pas forcément aller autant dans le détail que ce que vous pouvez dire sur les... Il y a quelques petites annotations à la marge, on arrive à savoir un peu qui est là quand, mais ça manque un peu de consistance, hormis ces quelques brèves annotations à la fin. Mais par contre, d'autres éléments qui permettent de comprendre un peu l'école, c'est les témoignages aussi, en tout cas ceux de l'USC Shoah Foundation. Ça arrive très très souvent que les intervieweurs posent des questions spécifiquement sur l'école, et donc ce que vous disiez sur les relations avec les instituteurs, c'est des choses qui reviennent très fréquemment dans les témoignages. Oui. Juste préciser qu'en ligne, consultable à distance aux archives de Paris, il n'y a que les registres alphabétiques par école. Il faut aller sur place pour les registres d'école pour la période qui nous intéresse. D'accord. C'est Okay. juste pour la même question que... Oui, parce qu'il y a des répertoires, voilà, les et il y a certains registres, mais les effectivement, répertoires sont consultables à distance, parce que c'est juste les noms, mais dans les registres, les commentaires des instituteurs et des institutrices à l'époque, il y a de tout, et donc c'est pour ça que c'est sur place et pas consultable à distance. Par ailleurs, au-delà de l'entrée par immeuble, je voudrais dire, pour avoir beaucoup consulté et travaillé sur les registres d'école pour étudier des interactions dans des rues, etc., c'est aussi très intéressant pour voir qui rentre dans le quartier. Par exemple, il y a des enfants cachés qui arrivent chez des gens et les gens les inscrivent à l'école. Et grâce au registre d'école, on peut vraiment étudier ça qui, en fait, a laissé aucune trace dans l'histoire, aucune autre trace archivistique. Mais là, on voit chez Madame Untel arrive Jacques Cohen, mais la dame ne s'appelle pas Cohen, elle s'appelle, je me souviens plus exactement dans l'exemple que j'ai en tête, mais clairement, elle accueille cet enfant et elle l'inscrit à l'école. Donc ça permet plein de choses passionnantes. Bien, ma sœur s'occupe de la mèche du 18e depuis des années. Et voilà, nous avons habité depuis 1920. Mes parents habitaient le 18e. Et il y avait une grande communauté, voilà. Et je voulais vous remercier tous les quatre du travail que vous faites. C'est vraiment formidable. Voilà. Dire un mot en effet sur les travaux des AMEJ pendant qu'on donne la parole. On n'a pas listé effectivement, enfin ni moi ni mes collègues n'ont listé la liste des sources de manière exhaustive, parce que là 3 jours, oui, ça, je pense que ça serait le minimum. Effectivement, il y a les registres d'école, mais il y a des tas d'archives, d'organisations qui sont venues en aide aux enfants. Tu as parlé de Gottlieb, il y a son dossier au PEJ, il y a d'autres institutions qui ont pris en charge les enfants, il y a énormément d'archives qui ne sont pas suffisamment indexées nominativement, dans lesquelles on va trouver des informations. Je pense au fond de l'UGIF, bien entendu, et de la rue Hamelot, qui prend en charge les secours pour les familles juives pendant la guerre. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas cité l'archive qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est pas utilisée. Les travaux qui sont menés par les AMEJ, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, qui ont réalisé les plaques que vous voyez sur les établissements scolaires qui sont posés dans Paris et pas que dans Paris, mais donc juste avant la pose de cette plaque, il y a eu tout un travail qui a été mené par des groupes de bénévoles qui ont fait les recherches pour établir la liste des enfants de chacune de ces écoles, savoir ce qui leur était advenu, afin que les plaques puissent être posées. Donc il y a une plaque à l'extérieur, comme vous voyez sur le collège en face, hein, c'est la même chose, et parfois des plaques à l'intérieur avec les noms des enfants qui ont été identifiés. Et de plus en plus, les AMEJ qui ont terminé leurs travaux ou qui arrivent en fin de travaux confient leurs travaux de recherche au mémorial. C'est le cas pour le 18e, on a récupéré les archives l'année dernière, en partie. C'est le cas pour le 13e, et puis d'autres continuent, et voilà, on sera là encore pour les accueillir. Et il y a une question ici. Oui, bonjour. Je voulais également vous remercier pour votre intervention. J'ai beaucoup appris et je suis pleinement consciente que je n'ai absolument pas fait le tour des archives que je pourrais consulter dans le cadre de mes recherches. Alors, ma question est précise. Je travaille donc, moi, non pas sur un immeuble, mais sur une commune donc, qui appartenait au département de la Seine, sur Charenton précisément. Et je voulais savoir donc où je peux retrouver l'équivalent des archives qui sont aujourd'hui conservées aux archives de Paris,
concernant donc des immeubles parisiens. Est-ce que des archives, des documents de Charenton concernant Charenton, on les retrouve aux archives de Paris, ou je dois juste m'adresser aux archives départementales? Où est-ce que je peux trouver l'équivalent de toute la richesse des archives dont vous parliez? Charenton-le-Pont, 94, oui. C'est ça? Ouais. Les deux, en fait. Il est possible qu'il y ait des choses aux archives de Paris. Il est possible également qu'il y ait des choses aux archives du Val-de-Marne. Quand il y a eu la création des départements, voilà, il y a eu une répartition qui n'est pas toujours exactement la même suivant les départements. Donc il ne faut pas hésiter à les contacter. Et je voulais également faire une autre remarque, parce que je suis venue au mémorial de la Shoah, bien sûr, et j'ai découvert que, notamment, il y avait des fonds d'archives dont j'ignorais totalement l'existence, et dont une archive dont vous parliez tout à l'heure, l'enregistrement donc des personnes arrêtées à Drancy, documents qui m'ont permis d'identifier effectivement à quel escalier et dans quelle chambrée la personne avait été placée. Et j'ai remarqué aussi que ces archives-là, on n'y avait pas accès, même en ligne chez vous. C'est-à-dire, on n'en a pas la connaissance. Donc moi, c'est par hasard, en parlant avec l'archiviste qui était dans la salle, qu'elle m'a dit « Mais est-ce que vous avez regardé là ?» Et tout mon étonnement. C'est pour ça qu'il y a des archivistes dans la salle, systématiquement. Ouais. Et donc, voilà, merci encore donc, de toutes ces informations qu'on peut avoir. Mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on a beau faire, chez nous au Mémorial, mais dans toutes les institutions, on en parlait avec les Archives nationales hier, avec l'APP, etc., on a beau faire tous les inventaires qu'on veut, les plus précis, les plus aux normes, etc., si on n'indique pas aux chercheurs où chercher, il ne va pas nécessairement trouver. Enfin, vous pouvez pas, on a 150 inventaires en ligne, à moins de les ouvrir tous, voilà, vous ne pouvez pas forcément deviner. Mais c'est pour ça qu'on est là, enfin, que les archivistes, en général, sont là pour vous aider et vous orienter dans vos recherches. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est que qu'est-ce qu'on cherche? Donc l'archiviste ou le chercheur professionnel, heureusement qu'on a quelques compétences particulières, on est aussi là pour pas seulement indiquer des archives, mais aider les gens à aussi comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent, comment formuler ce qu'ils cherchent, parce qu'on peut consulter les 150, on peut les mettre. Je veux dire, maintenant, il y a des outils, on peut même demander à ChatGPT de nous faire un digest des inventaires. Mais pour ça, il faut prompter correctement ChatGPT. Et ça, c'est un travail. Et ça, je pense que c'est aussi des étapes importantes de vraiment savoir bien formuler ce qu'on cherche précisément, étape par étape. Ça peut changer, évidemment, mais c'est aussi quelque chose, je pense, que les archivistes aident beaucoup de ce point de vue-là. Merci beaucoup pour l'inspiration. J'ai une question sur deux sources possibles. Par exemple, je sais qu'il y a au moins un ou deux livres sur les non-juifs. Et est-ce qu'on a utilisé et est-ce que c'est fructueux? Et deuxième question, est-ce qu'on arrive, on a mentionné Instagram, est-ce qu'on, par hasard, parfois écrire une question, ou est-ce que c'est trop ouvert? Une question dont on veut poser à beaucoup de monde. Alors moi, sur Instagram, je ne fais que publier on va dire des posts, c'est-à-dire des photos, des histoires. J'ai pas de questions en retour. C'est une information que je donne, mais j'ai pas de retour de personnes qui me posent des questions par rapport aux photos que je pose. Mais est-ce que vous posez des questions? Ah non, moi je pose pas de questions, non. Mais personne t'a contacté par Instagram, je me demandais. Non, j'ai des commentaires des fois. Ce sont des commentaires, ce ne sont pas des questions en fait. Personne ne m'a contacté par exemple pour me dire mais comment vous avez trouvé cette information non. You mean Jewish names? Oui, les non-juifs comme Jewish names, right? Ok. Alors ça, on n'a pas du tout parlé de la question fondamentale, c'est-à-dire comment on considère qu'une personne est considérée comme juive pendant la guerre?
Parce que, par exemple, dans le recensement de 36, sans vouloir projeter comment vous avez travaillé au départ, mais vous avez dû vous dire, parce que dans le recensement de 36, c'est le recensement de population, donc population générale, c'est pas un recensement racial, c'est celui qu'on fait aujourd'hui, où heureusement, on donne pas en France, on donne pas son appartenance. Mais souvent, quand les gens regardent le recensement de 36, ils se disent « Ah, il y a l'air d'avoir beaucoup de juifs dans cet immeuble. » Et donc, comment on travaille à partir de là? C'est une vraie question, parce qu'on ne peut pas projeter l'appartenance revendiquée par la personne, ni la façon dont ils vont être classés par le régime de Vichy, qui sont deux choses différentes, qui sont deux définitions très différentes. Et donc ça fait aussi partie de l'enquête, en fait, de savoir de comment déterminer l'identité des gens de l'immeuble. Et souvent, comme le disait Maëlle, il y a une sorte de contradiction, parce que les seules sources sûres, enfin, on en a trouvé plein d'autres maintenant, heureusement, mais au départ, les seules sources sûres, c'était celles de la persécution. Donc finalement, on devenait juif dans la vie d'un immeuble quand on avait laissé une trace dans la persécution. Donc comment, après, redonner aussi une forme d'indépendance, d'action, d'agency aux personnes qui sont juives mais qui n'ont pas été arrêtées. Donc c'est un cercle, c'est compliqué. Et pour ça, il faut beaucoup travailler dans différents types d'archives. Moi, sur le recensement de 1936, au 38 rue Ramey, il y a environ 255 habitants. Il y a 35 personnes qui sont identifiées comme étrangères. Donc certaines nées en Belgique, en Italie, et les autres viennent soit de Pologne, de Russie ou de Roumanie. Donc c'est en fait en travaillant sur d'autres documents, en construisant l'histoire de ces personnes, qu'on voit qu'elles sont juives, puisque la plupart ont été arrêtées et déportées. Merci. Moi, je suis journaliste. J'avais 2 questions. Première, est-ce que vous savez combien il y a de recherches en cours? Vous avez une idée? Est-ce que c'est quelque chose... Je pense à ça parce qu'il y a eu le livre pionnier, enfin le film et le livre pionnier de Ruth Zilberman, là, sur le 209 rue Saint-Maur. Je me suis demandé dans quelle mesure ça peut être une source d'inspiration pour les gens. Je ne sais pas, est-ce que vous avez beaucoup de requêtes? Et j'en viens à ma deuxième question. Qu'est-ce que ça dit de la mémoire de la Shoah aujourd'hui, d'une mémoire qui peut-être vient d'en bas, et tant mieux. Enfin, moi, j'ai rencontré Guillaume par un de mes collègues à Libération. J'ai été très touchée par sa démarche comme non-juif, voilà, finalement de faire connaître cette histoire juive, même si je sais qu'au départ, Guillaume n'avait pas l'intention uniquement de documenter la présence juive dans son immeuble, et même, je crois que son projet, c'est d'aller en deçà, enfin, plus loin dans le temps. Mais je trouve ça assez bon signe, finalement, quand même, que les gens se disent c'est notre histoire, en fait. Et est-ce que ça dit quelque chose d'une histoire? Voilà, je ne sais pas, j'ai dit par le bas, vous avez peut-être d'autres formules qui sont mieux. Alors, non. Non, je n'ai aucune idée du nombre de recherches qui sont actuellement menées, parce qu'il y a des gens qui ne nous sollicitent pas directement en nous expliquant quel est le motif de la recherche. Quelqu'un fait une recherche sur une personne, voilà. Mais il y en a beaucoup. C'est un peu vague comme réponse. Il y en a beaucoup. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé des immeubles, on a parlé des quartiers. Madame a parlé de Charenton, mais c'est vrai qu'au niveau des communes, parce que Paris, effectivement, est un lieu où il y a beaucoup à faire, mais il y a beaucoup de recherches qui se font en province. Alors la banlieue parisienne ou un peu plus éloignée, mais également des villages en France, un peu partout. Et c'est vrai que c'est la recherche par l'adresse, on en a de plus en plus. Hein. On nous interroge, c'est pour ça on était ravis d'avoir un géographe à nos côtés, ça nous a quand même pas mal aidé, et on aurait bien aimé le garder, mais ça... Voilà. On va le prêter à d'autres. Voilà, donc non, je ne peux pas vous donner une quantité, c'est très difficile à estimer. J'espère que suite à cette journée, il y a d'autres gens qui verbaliseront en tous les cas le fait qu'ils aient entamé cette recherche. Et
Alors, recherche par le bas, je sais pas, enfin, je reprends votre terme. On a parlé des enfants tout à l'heure, tu as parlé du projet Convoi 77. Le fait est que la recherche, si ce n'est par le bas, c'est par l'entrée de ce qu'on connaît. C'est-à-dire, vous proposez à des gamins, enfin des gamins, oui, c'est des gamins, de travailler sur l'histoire de la Shoah. Si vous leur dites, bon, bah, moi, travailler sur les élèves de votre école ou les enfants qui habitaient dans votre rue ou dans votre quartier, mais c'est valable aussi hors Paris, hein, c'est les communes en France, etc. Et bien là, on sent que l'accroche, elle prend beaucoup mieux que si on leur explique des généralités, etc. Et c'est vrai que du coup, il y a une proximité entre la recherche qu'on mène et son quotidien actuel qui fait que ça fonctionne bien. Et du coup, ils vont assez loin. Hein. Nous, on a maintenant aussi une collègue qui travaille exclusivement pour répondre aux demandes des scolaires, donc élèves et profs. Et là aussi, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, vous avez travaillé ensemble sur vos jours, c'est ça. Donc, c'est vraiment important de pouvoir utiliser les ressources ancrées dans le terrain, dans le local. Voilà, de parler aux gens de choses qu'ils connaissent, d'un immeuble dans lequel ils vivent, d'une rue dans laquelle ils habitent, leur dire que la pharmacie à laquelle ils vont, bah, c'était déjà une pharmacie il y a 70 ans, etc. Donc, je peux ajouter un tout petit point, on a encore le temps. Donc moi, ma spécialité de départ, je suis sociologue de la mémoire. Alors, le film et le documentaire de Ruth, il est très important dans cette perspective, mais comme elle le dit elle-même, elle ne fait pas l'histoire d'un immeuble. Elle fait l'histoire de l'histoire. Elle travaille sur les traces, c'est un tout petit peu différent. Il y a eu plein de projets comme ça avant qu'elle le fasse. Il y a eu un documentaire sur le 5-7 rue Corbeau. Moi-même, j'ai fait des podcasts avec Cécile Creuse qui est là actuellement, sur des rues de Paris où j'ai raconté l'histoire de la Shoah dans ces rues. Il y a l'entrée spatiale, elle existe et elle est traitée de manière très différente. Cette question de la proximité est importante, mais ce que je voudrais dire, c'est par rapport à l'histoire de la Shoah et Paris. En fait, c'est formidable ce qu'a fait Guillaume et ce qu'il raconte, mais en fait, chaque immeuble de Paris est une histoire de la Shoah. Je pense qu'on peut trouver un immeuble qui n'a aucun lien avec la Shoah, même dans les beaux quartiers. Ben moi, oui, c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai fait, mon labo est à Sciences Po, pendant 2 ans, j'ai fait un cours pour le collège universitaire, donc la 2e année, qui était une enquête sur le quartier de Sciences Po pendant la Shoah. C'est le 7e arrondissement. Dans toutes les archives évidentes sur la question, il est censé n'y avoir que 140 juifs recensés en 1940. Or, si vous saviez tout ce qu'on a trouvé à l'échelle de ce micro-quartier qui est juste, enfin, c'est même pas 140 sur le quartier administratif, mais moi, c'est vraiment le quartier du campus, tout ce qu'on a trouvé comme déporté, personne arrêtée, presque une boutique sur 5 qui est arianisée. Donc, ça veut dire qu'une boutique sur 5, quand on marche dans la rue, il y a une affiche. Donc, cette expérience-là, elle est révélatrice, à mon avis, du fait que l'histoire de la Shoah, c'est une histoire parisienne. Et que là, on est aussi à une étape où ça va peut-être finir par être considéré comme tel, beaucoup plus que seulement une histoire d'une population qui serait à part. Et c'est ce que je disais aussi dans le fait d'étudier en même temps les populations juives et non juives dans les immeubles, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il faut quand même se souvenir que les juifs à Paris, c'est des Parisiens avant tout. Presque, c'est ceux qui ont le moins d'ancrage en province, en fait, c'est des Parisiens comme les autres. Et ce que je trouve intéressant de rentrer dans les immeubles, c'est de mettre ça en avant aussi. Ça, c'est vraiment une richesse formidable que plein de gens différents puissent s'en servir. Et évidemment, pourquoi c'est aujourd'hui aussi, d'ailleurs, tu disais le Covid, enfin, il y a aussi plein de nouveaux outils. C'est comme le boom de la généalogie, il y a plein de nouveaux outils qui permettent finalement à des gens différents de s'approprier ces questions et de rencontrer au coin de la rue, en fait, la Shoah auquel ils n'avaient pas forcément pensé. Et ça, c'est, je pense, pour ceux qui travaillent sur ces questions depuis longtemps, c'est quand même formidable, non, de pouvoir... quelque part, c'est mieux que ce ne soit pas le sujet central, parce que comme ça, il y a plus de gens qui vont se l'approprier d'une façon ou d'une autre. Oui, c'était ça. Merci pour cette conférence, c'était super intéressant. Non, mais pour signaler une source qui est vraiment, à mon avis, très utile, c'est des archives fiscales sur Paris. Alors, Sarah, moi j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Et un P4 calepin oui, foncier calepin, de voilà. Archives de Paris. Parce qu'on a une description immeuble par immeuble de toutes les transformations des habitants, voilà, qui habitent, qui est là, qui achète, qui vend. On a une description étage par étage des appartements. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que des fois, il y a eu des travaux, ils ont été transformés, on sait. Bon, il y a des descriptions de l'ensemble des commerces qui sont au rez-de-chaussée. Bon. Donc, c'est vraiment une source, je trouve, très intéressante. Alors, elle est sous dérogation. Hein, c'est pas, alors, je ne sais pas si c'est facile ou pas facile d'obtenir la dérogation, mais donc c'est aux Archives de Paris. Si vous n'avez qu'un immeuble, on peut vous... Je pense que si les gens ne cherchent qu'un immeuble, les archivistes de la ville de Paris pourront trouver des moyens. Je précise que cette source-là, elle est inégale. Parfois, elle documente très précisément pendant la guerre un immeuble, et pour un autre immeuble, elle commence en 1946. Et ça, si je peux dire un dernier truc, et je voulais l'ajouter tout à l'heure quand Karen a parlé, c'est que pour faire l'histoire d'un immeuble à Paris, pendant la guerre, il faut aussi s'intéresser aux archives d'après-guerre. Parce que cette histoire des immeubles à Paris pendant la guerre, elle ne s'arrête pas du tout à la Libération. Malheureusement, et c'est aussi une partie du livre, et Maëlle, tu as commencé à... Je ne sais pas si vous avez utilisé des archives d'après-guerre. Moi, j'ai consulté le recensement de 1946 celui de 1954. Oui. OK. Mais pour nos histoires, par exemple, il y a bien sûr les dommages de guerre qu'on peut chercher par adresse. Donc ça documente le pillage des appartements, le pillage du contenu des appartements. Parfois, ça le documente si la famille en question était française, avait servi pour la France militairement ou avait des enfants français. Et surtout, il y a énormément d'archives d'après-guerre qui permettent de comprendre la guerre et les immeubles, notamment le fichier immobilier. Enfin bon, ça, si vous allez aux Archives de Paris, ils vous expliqueront. Puis pour compléter la question que vous posiez, moi, je suis très souvent aux Archives de Paris, Bastien y est aussi. Et moi, presque chaque jour où j'y vais, les Archives de Paris m'envoient quelqu'un. Ils me disent « Ah, mais il y a Sarah, là, vous pouvez aller voir avec elle, elle va vous expliquer comment on peut faire l'histoire de son immeuble pendant la guerre. » Donc, je pense qu'il y a vraiment un besoin, ouais. Et auquel, personnellement, moi, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas archiviste à temps plein, j'ai un travail. Donc, ça, c'est une bonne chose de faire des tutos et d'expliquer aux gens. On essaye de faire le maximum, mais c'est difficile parce qu'il faut rentrer dans l'objet de recherche, précisément. Un grand merci à tous les quatre. Et donc, tous aux archives, dès demain, Karen. Voilà, Karen sera là pour vous accueillir.